Avec cette exposition, nous avons voulu évoquer l'œuvre théâtrale et cinématographique de Jean Cocteau à travers plus d'une centaine de documents originaux. Jeune poète prodige, Jean Cocteau est déjà célébré par le tout Paris dès l'âge de 18 ans. Sa rencontre avec Diaghilev et les ballets russes marquera véritablement son entrée sur la scène culturelle française. Il signera pour Diaghilev Le Dieu bleu, puis Parade en 1917. Il imagine une parade foraine où 3 personnages viennent faire la réclame du spectacle. Un prestidigitateur chinois, un couple d'acrobates et une petite fille américaine. Parade est un poème gestuel, où interviennent Erik Satie pour la musique et Pablo Picasso pour les décors. Créé pour les ballets suédois de Rolf Desmarais, Les Mariés de la Tour Eiffel date de 1921. On retrouve dans ce ballet satirique le mélange de la danse, de la musique, des masques et des décors. Il s'agit aussi de l'un des rares manifestes collectifs du groupe des Six. Rappelons que Les Mariés de la Tour Eiffel est encore de nos jours une de ses pièces les plus jouées. En 1928, Cocteau replonge dans les vapeurs d'opium. Et malgré les souffrances infligées par un nouveau sevrage, il continue à écrire ou à dessiner. C'est en 1927 que Jean Cocteau conçoit et écrit La Voix humaine, une pièce en un acte jouée par un seul interprète. Cette pièce constitue une sorte de tournant dans l'œuvre théâtrale de Jean Cocteau. Il le précise d'ailleurs, je cite, « J'ai voulu prendre le contre-pied de mes autres pièces où la mise en scène jouait le premier rôle. » Allô. Allô, allô. Mais madame, que voulez-vous que j'y fasse? Le sang d'un poète symbolise les débuts de Cocteau dans le monde du cinéma. La trame de ce premier film est le mythe du poète grec Orphée. Désormais, Cocteau dirige la caméra comme il écrit. « Maintenant je sais écrire en pellicule comme avec l'encre, dit-il, offrant un authentique poème de l'image. » Depuis le début des années 20, Cocteau a recours aux grands mythes de l'Antiquité. La Machine infernale, et jouée pour la première fois en 1934, est une nouvelle adaptation d'Œdipe. Oui, au premier abord, cet oracle suffoque, mais j'ai la tête solide. Je réfléchis à l'absurdité de la chose. Je fis la part des dieux et des prêtres. J'arrivai à cette conclusion. Ou l'oracle cachait un sens moins grave qu'il s'agissait de comprendre, ou les prêtres, qui correspondent de temple en temple par les oiseaux, trouvaient un avantage à placer cet oracle dans la bouche des dieux et à m'éloigner du pouvoir. Bref, j'oubliais vite mes craintes. Et je profitais, je l'avoue, de cette menace de parricide et d'inceste pour fuir la cour et satisfaire ma soif d'inconnu. C'est à la demande de Jean Marais que Cocteau écrit Les Parents terribles. Première pièce dédiée aux comédiens et destinée à asseoir sa gloire naissante. Pour la première fois, Cocteau s'oriente vers le boulevard, qui jouit encore à cette époque d'un franc succès. La pièce est créée le 14 novembre 1938. Et ce n'est que 10 ans plus tard que le film des Parents terribles est réalisé. Avec La Machine à écrire, Cocteau trouve ici un terrain de prédilection pour une pièce de boulevard à tonalité policière et romanesque. En mars 1942,
Cocteau se lance dans une adaptation de Tristan et Iseult où il désire garder l'imagerie et le ton du mythe tout en les modernisant. Il a déjà choisi son réalisateur, Jean Delannoy, et les interprètes principaux, Jean Marais dans le rôle de Patrice et Madeleine Sologne dans celui de Nathalie. L'Éternel Retour lance définitivement la carrière cinématographique de Jean Marais, qui devient alors une véritable star et l'idole de la jeune génération. En pleine occupation, Cocteau écrit un vrai drame romantique afin que tout un chacun puisse s'évader. D'abord intitulé La Belle et la Bête, puis Azraël, voire L'Ange de la Mort, ou encore La Mort écoute aux portes, Cocteau nomme finalement sa pièce L'Aigle à deux têtes. Cela lui donne l'occasion de lire et de relire des contes de fées. C'est alors qu'il se tourne vers l'enfance et tourne pour le cinéma La Belle et la Bête. Écrit et réalisé en 1946, ce conte de fées pour adultes est un véritable hymne à la beauté de l'âme. Cocteau, cinéaste, signe ici son deuxième long métrage, 15 ans après Le sang d'un poète. Le film a été écrit à une période particulière de l'histoire du cinéma français, mais aussi de l'histoire elle-même. La France est enfin libérée. Pièce maîtresse de l'exposition, le script et le journal du film, en partie inédit, nous dévoilent les secrets du tournage. À la fin de l'été 1925, Jean Cocteau écrit Orphée. Il revisite et s'approprie le mythe antique du grand poète de Thrace. Il utilise librement les éléments du récit légendaire. Cocteau se lance en 1959 dans l'aventure du testament d'Orphée. Dans son ultime poésie de cinéma, en plus d'être le réalisateur, Cocteau interprète le personnage principal du poète. Il traverse ses œuvres antérieures et rencontre les personnages échappés de ses précédents films. Omniprésent à travers les milliers d'écrits qu'il nous a laissés, Jean Cocteau rayonne par son écriture dense et foisonnante. Son influence sur le théâtre et le cinéma est incontestable. La Belle et la Bête en témoigne. Ce film, dont on peut voir ici l'affiche originale, marqua profondément le cinéma français d'après-guerre et demeure encore une référence. Souvent incompris car en avance sur son temps, Jean Cocteau, qui disait « Il faut être un homme vivant et un artiste posthume », a toujours été à l'affût de la nouveauté. « Il faut faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain », disait encore ce précurseur qui avait le sens de la formule. Une formule qui résume à elle seule toute son œuvre.